Est sacré, disait Omar Bongo Ondimba. Un dicton qui a toute son importance au regard du rôle que cette jeunesse devra jouer lorsque les anciens ne seront plus aux commandes. Vu sous cet angle, il est donc tout indiqué qu'une attention toute particulière soit accordée aux jeunes. En effet, étant donné qu'elle est la relève de demain, la jeunesse a besoin que des mécanismes soient mis en place afin de lui assurer d'abord un épanouissement en tant qu'étudiant, ensuite de bonnes alternatives professionnelles. C'est finalement dans cette optique que le président de la République est allé à la rencontre des étudiants. À l'université Omar Bongo, Ali Bongo Ondimba a proposé à ses jeunes compatriotes un pacte de responsabilité pour l'emploi où chaque composante devra jouer sa partition. Nous devons nous assurer que les formations que nous dispensons ne mènent pas au chômage. Nous devons donc désormais travailler à améliorer l'employabilité des jeunes. C'est tout le sens que je donne aujourd'hui, et vous l'aurez noté, à la présence du patronat dans la délégation qui m'accompagne. Nous devons donc nous mobiliser pour faire accéder notre jeunesse à l'emploi. Pour cela, il faut inventer un modèle de solution, mais surtout solution adaptée à notre réalité économique, sociale et environnementale. Ce modèle devra réunir le gouvernement, les structures de formation universitaire et professionnelle, celles en charge de la gestion des demandeurs d'emploi, les employeurs et la jeunesse. Le chômage des jeunes n'est pas l'apanage du seul Gabon. Aux quatre coins du globe, le problème se pose également. Seulement, pour le chef de l'État, des stratégies conduisant à des solutions adéquates doivent être repensées. Aussi, la nécessité sur le choix des filières de formation est-elle de mise. Dans cette optique, nous allons mener un dialogue constructif, et ce afin de permettre d'abord aux structures de formation universitaire et professionnelle de proposer des filières de formation adaptées aux besoins des employeurs publics et privés. Aussi de permettre au secteur privé de mettre en place un dispositif permettant aux entreprises de s'impliquer dans la définition des programmes de formation et de préciser leurs besoins d'embauche à court, moyen et long terme. Permettre aussi à la jeunesse de s'approprier les réalités de notre environnement économique. Avant de s'inscrire dans une filière de formation, il est important de savoir quels en sont les débouchés. C'est à l'entrée qu'il convient de se poser cette question. Quels sont les débouchés? C'est à l'entrée qu'il faut se poser cette question et non pas à la sortie. Et pour constater que nous avons un diplôme qui mène tout simplement au chômage. Si on se pose les mêmes questions, c'est ça qui risque d'arriver. Et vous y perdez, c'est vrai, mais surtout, la société, elle y perd encore plus d'avantages. De bonnes perspectives se profilent donc à l'horizon pour une réduction du taux de chômage des jeunes dans notre pays. Toutefois, a souligné le président de la République, les jeunes doivent oser de nouveaux challenges professionnels tout en visant avant tout leur insertion pleine et entière dans la société. L'ambiance est bien détendue dans l'amphithéâtre du nouveau pôle pédagogique de l'université Omar Bongo. Les séances de photos avec le président, des entretiens particuliers, le contact est direct entre le président et les étudiants. Il en est toujours ainsi à chaque fois que le chef de l'État arrive au campus universitaire. Pourtant, la visite de ce 16 octobre 2015 n'a pas aussi dérogé à la tradition. Même si le chef de l'État est venu parler à l'ensemble de la jeunesse gabonaise, les étudiants UOB et le président n'ont pas voulu rater cette énième occasion pour se dire en toute démocratie des vérités. Hasta la victoria! Hasta la victoria! Ici c'est... Monsieur le Président de la République,
la bourse de l'étudiant n'arrive plus à supporter les charges. Voilà comment vos enfants ici vous regardent. Il n'y a que vous qui avez les solutions à nos problèmes, Monsieur le Président de la République. Les réelles politiques d'adéquation, formation, emploi, Monsieur le Président de la République. Par ailleurs, Monsieur le Président de la République, les 3/4 des cadres de l'administration gabonaise sortent de l'université Omar Bongo. Ici, Monsieur le Président de la République, il y a les témoins vivants. Ils sont dans la salle des ministres et directeurs généraux de l'UOB. Voici les projets de l'UOB, Monsieur le ministre. Hasta la victoria! Hasta la victoria! Hasta la victoria! Ici c'est... Je voudrais dire que, parce que ce sont quand même des choses qu'il faut rappeler, le nombre de boursiers dans nos universités, il a été quand même multiplié par 3. Et le taux de bourse relevé de 10%. L'incidence budgétaire est de plus de 65 milliards de francs CFA par an. J'ai entendu tout à l'heure dans les slogans une UOB qui gagne. Cette UOB qui gagne, pour moi, elle a marqué un but mais n'a pas encore gagné le match. Et je suis venu vous mettre au défi de gagner le match. Pouvez-vous gagner le match sans aller aux prolongations ni aux tirs de pénalty? Voilà ce que je suis venu vous dire. Les défis sont importants. Nous avons nos défis, vous avez les vôtres. Et les sacrifices qui sont consentis ne sont pas toujours appréciés. Car comment expliquer que, alors que nous mettons des milliards pour construire, pour améliorer, il suffit d'une seule journée où certains d'entre vous cassent pour mettre des milliards par terre. Vous n'aimez pas entendre ça, mais il faut qu'on vous le dise. Si, il faut qu'on le dise. Plusieurs mois de travaux et plusieurs milliards engagés peuvent tomber en un seul jour. Alors, quand je me retrouve dans les réunions pour dire qu'il faut investir et qu'il faut améliorer, mais qu'est-ce que certains me disent? Mais Monsieur le Président, vos jeunes, mais vous allez construire, améliorer, dépenser pour rien, ils vont encore tout casser. Et non seulement ils cassent chez eux, mais ils sortent de leur université pour aller casser autour. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends. Je veux entendre aussi un comportement responsable. Parce qu'ici, entre nous, il faut qu'on se dise les vérités. Vous ne vous privez pas pour nous dire des vérités. Moi aussi, je vous en dis. L'UOB qui gagne, ce n'est pas l'UOB qui casse. Alors, ne laissez pas une poignée de casseurs, une poignée de losers vous donner mauvaise réputation. Voilà toute une forme de communication que le chef de l'État entretient avec les étudiants pour se faire comprendre et recueillir directement de leurs difficultés tout en mesurant les avancées acquises. Communiquer dans le respect mutuel pour faire avancer progressivement l'université gabonaise. Pour des questions socio-économiques, Ali Bongo Ondimba arrive à Franceville. À sa descente d'avion, le gouverneur Bertrand Mondunga, les autorités politico-administratives et toute la notabilité de la province. Sur place, à l'aéroport de Mvengue, le chef de l'État a droit à une ambiance effervescente. Les populations font montre de l'hospitalité légendaire africaine. Une foule immense venue honorer la présence du président de la République en terre altogovéenne. Ils sont arrivés de tous les départements. Les jeunes, très importants pour le numéro 1 gabonais, les moins jeunes, avec un seul but, réaffirmer leur indéfectible attachement à la politique d'un homme qui a décidé de conduire leur province et partant le Gabon vers de lendemains meilleurs. Fortement remarqué, la présence des femmes. Elles sont là en masse pour soutenir les efforts de leurs fils et frères, notamment en cette période dite
décennie de la femme. Féliciter les actions menées et qui portent à ce jour des fruits. Entre autres, le projet Graines, où la femme est très impliquée. C'est avec des chants et danses socioculturelles et traditionnelles et des cris de joie que les populations ont reçu le chef de l'État. Tout était au rendez-vous de cet événement, lequel permettra au président de la République de s'asseoir et d'éplucher avec de nombreux responsables locaux des besoins des populations pour des solutions adéquates. Parce qu'aucune province, telle que le chef de l'État l'a souvent dit, ne sera oubliée dans ce processus de développement engagé en 2009. Et pour revenir à l'accueil, Ali Bongo Ondimba a été chaleureusement et dignement reçu. Cadres, dignitaires et autres autorités de la province face à leurs fils et frères. Les représentants locaux et nationaux originaires de la province ont exprimé la volonté de voir leur localité être pleinement arrosée des changements engagés au Gabon dans plusieurs domaines, notamment socio-économiques. Au-delà de ces sollicitations, le représentant des notables a félicité le chef de l'État sur ses efforts consentis pour le Gabon et appelle le président à les soutenir dans la dynamique de cohésion lancée dans le Haut-Ogooué. Le sentiment que nous avons tous au terme de ces 6 premières années est que vous n'avez jamais relâché vos efforts en vue de la mise en œuvre de votre projet de société, l'avenir en confiance, et de sa déclinaison qui est le plan stratégique Gabon émergent. Outre ces encouragements adressés au chef de l'État sur sa volonté de voir le Gabon entrer dans le concert des nations émergentes, ce malgré les difficultés économiques, c'est de façon unanime que les Altogovéens ont invité Ali Bongo Ondimba à être candidat PDG aux élections présidentielles de 2016. Permettez-vous de vous paraphraser. Nous, Altogovéens, nous disons, chers fils et frères, nous ne serons heureux que lorsque nous vous serons heureux. Pour cela, Monsieur le Président de la République, nous, Altogovéens, ne ménagerons aucun effort pour atteindre cet objectif. Nous, parlementaires du Haut-Ogooué, prenons ici ce jour l'engagement solennel de créer dès à présent les conditions d'une dynamique unitaire autour des filles et des fils de cette province et sollicitons à cet effet votre implication. Le numéro 1 gabonais a prêté une oreille attentive à leurs requêtes, somme toute légitimes. Et comme il l'a fait ailleurs, le président de la République les a rassurés de ce que des mesures seront prises pour y faire face. Ali Bongo Ondimba s'est réjoui du soutien qu'il bénéficie de toute la communauté altogovéenne, signe de leur confiance en sa politique. Notons que la veille, sitôt arrivé, le chef de l'État s'est rendu au mausolée Omar Bongo Ondimba, un moment qui lui a permis de se recueillir avec l'ensemble des notables, dignitaires et quelques membres de la famille, signe de l'unité qui prévaut dans la province. Aujourd'hui, pour le numéro 1 du Gabon, la visite en terre altogovéenne s'achève. Un séjour riche d'échanges et d'émotions. Ali Bongo Ondimba est allé au contact des forces vives de cette partie du pays. Entretien, partage, communion, cette sortie était avant tout l'occasion d'écouter le cœur des populations locales pour toucher du doigt leur quotidien et apporter des réponses appropriées aux questions de développement qui se posent à tous chaque jour. Aujourd'hui donc, c'est mission accomplie pour le leader du pays, de retour de Franceville, toujours guidé dans son action par l'intérêt commun, le bien-être de tous, mais surtout l'avenir du Gabon. Les 9 gouverneurs de province au palais présidentiel. Les tenants du pouvoir administratif dans les 9 provinces du Gabon avaient à cœur d'exposer ici, à la plus haute autorité du pays, des questions inhérentes au fonctionnement de l'administration à l'intérieur du pays. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience, l'ensemble des gouverneurs de province. Permettez que je ne vous décline pas la quintessence de nos entretiens, mais retenez que cette audience rentre dans le cadre des rencontres qu'a le chef de l'État avec l'ensemble du personnel de commandement. Et donc, vous retiendrez également qu'au cours de cette audience,
nous avons échangé avec le chef de l'État et présenté au chef de l'État les problèmes qui sont le nôtre au quotidien. L'entretien du palais présidentiel se tient en présence des 2 ministres en charge de l'Intérieur. Le président de la République en a profité pour rappeler les missions assignées à chaque gouverneur de province pour le bon fonctionnement de l'administration. La question de la distribution de l'eau et de l'électricité au Gabon a constitué la trame de l'entretien que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a accordé au président directeur général de Veolia, détentrice de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Une rencontre qui a permis au PDG de Veolia de faire le point des actions menées par le groupe pour satisfaire au mieux la population gabonaise. Nous avons fait un point sur les services d'eau et d'électricité au Gabon. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai eu le plaisir de remettre au président l'étude que les Nations Unies ont fait sur l'ensemble des pays d'Afrique en matière d'accès à l'eau et de services d'eau, qui classe le Gabon parmi les tout meilleurs pays africains. Donc, même s'il y a encore beaucoup de travail, il y a eu déjà de beaux résultats. En 20 ans, 3 fois plus de Gabonais sont connectés aux services d'eau et d'électricité. Des infrastructures pour pouvoir fournir 3 fois plus d'eau et d'électricité ont été mises en œuvre. Mais il reste à faire. Il reste à sécuriser les infrastructures pour l'ensemble des villes afin qu'il n'y ait plus de coupures. Et puis il y a à desservir les villages qui ne sont pas encore desservis. Et nous avons donc évoqué avec le président la voie possible, ou les voies possibles, les investissements nécessaires, l'organisation institutionnelle de ce secteur de l'eau et de l'électricité qui pourrait être suivi dans l'avenir, au-delà du contrat qui lie aujourd'hui l'État gabonais et la CEG, et qui se termine dans maintenant 2 ans. Le PDG de Veolia a indiqué également que des efforts allaient être déployés dans le sens de l'amélioration de la distribution de l'eau et de l'électricité au Gabon dans un proche avenir. Nous avons également vu avec le président et les ministres les actes à poser très prochainement, dans les quelques mois qui viennent, pour sécuriser l'approvisionnement en eau, avec 7000 m3 d'eau nouveaux qui vont arriver à partir du mois de janvier, 40 MW de production d'électricité supplémentaire. Donc nous allons, à partir de janvier, avoir sécurisé une bonne partie de l'alimentation de Libreville. Mais il y aura encore des choses à faire derrière, donc nous avons évoqué ceci et nous avons étudié les différentes actions, les différents programmes, les différents projets et la forme qui paraissait la plus judicieuse pour les mettre en œuvre dans les années qui viennent. Au-delà de la question de l'eau et de l'électricité, l'employabilité des jeunes a figuré également au menu de cet entretien. Le PDG de Veolia a affiché sa disponibilité à travailler avec les autorités gabonaises. C'est vendredi 23 octobre, jour de culte musulman. Au palais présidentiel aujourd'hui, les leaders de la confrérie mouride du Sénégal sont les hôtes de marque du chef de l'État. Et nous en avons profité pour parler de manière générale de l'excellence des relations qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Des relations également très fortes qui lient au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Et vous savez, je pense que le lien le plus solide qui existe entre le Gabon et le Sénégal, je crois que c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Puisqu'il a séjourné ici pendant plus de 7 ans, exilé par le colonisateur. Les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba revisitent donc l'histoire et l'itinéraire spirituel de l'une des figures les plus importantes de la religion musulmane en terre gabonaise. Et tout ce qu'il a pu avoir par la suite, c'est au cours de son séjour au Gabon qu'il a pu l'obtenir. Et c'est pour ça que nous considérons la terre gabonaise comme notre terre. C'est pour ça également que le Gabon représente en tout cas quelque chose d'extrêmement important pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour toute la communauté mouride. Fondateur de la ville sainte de Touba et de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba a vécu en exil au Gabon pendant 7 ans et 9 mois. Il y a un certain nombre de conférences que nous allons organiser, dont les thèmes varient. À Lambaréné, on parle là de l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba.
Ici à Libreville, nous reviendrons sur les différentes péripéties de son exil. Et du côté de Port-Gentil, on va parler du modèle maurite et essayer de voir dans quelle mesure l'Afrique peut s'en inspirer pour son développement. Aujourd'hui encore, sur ses traces, ses descendants se remémorent depuis son retour au Sénégal en 1902. Autour du distingué président du PDG, le comité permanent réuni au complet. Aujourd'hui, la structure rend sa copie, après plusieurs mois de consultation et de réflexion sur la redynamisation du parti. Le distingué camarade président avait mis en place un comité technique chargé de mener la réflexion sur la redynamisation du parti. Ce comité a travaillé, il a procédé à d'abondantes consultations. Ils ont produit un rapport et à l'occasion du comité permanent de ce jour, le comité a effectivement rendu son rapport. En ordre de bataille et bien rangé derrière le distingué président, le comité permanent donne le ton de l'agenda politique du PDG. Cette redynamisation passe par l'affirmation des valeurs fondamentales du parti, la réforme d'un certain nombre d'instances, des instances dirigeantes du parti, la révision peut-être au niveau de certaines ressources humaines et surtout l'adoption d'un plan d'action susceptible de relancer nos activités. Les travaux du palais présidentiel se sont tenus dans le strict respect des valeurs de dialogue, de tolérance et de paix qui fondent le parti depuis son origine. L'arrivée du chef de l'État gabonais au ministère français des Affaires étrangères y retrouve ses autres homologues du Sénégal et de Madagascar, ainsi que du Premier ministre belge et du ministre français des Affaires étrangères représentant le président français empêché. Le décor est planté, le deuxième forum économique de la francophonie se tient ici à la salle de conférence du ministère. Le décor rappelle le rôle important de l'économie dans la francophonie par le maire de la ville de Paris. Dans le même sens, Madame le secrétaire général de l'organisation. Nous pouvons dire qu'il était temps, n'est-ce pas? Il était temps et il est judicieux et à bien des égards urgent que la volonté politique de donner une dimension économique forte à la francophonie soit une réelle ambition. Voilà ce que c'est. Porter cette ambition ensemble, en lui donnant des assises robustes, multilatérales, inclusives et intégrées. Vont succéder tour à tour le président sénégalais Macky Sall et le président de la République de Madagascar pour réaffirmer la dimension francophonie-développement. La France s'y est bien engagée. On connaît les chiffres, vous les avez cités, nous représentons 250 à 300 millions de locuteurs, avec en particulier la croissance de l'Afrique, on parle de 700, 800 millions d'ici quelques décennies. L'espace francophone représente une partie très importante du PIB mondial. Le dynamisme de l'Afrique, qui représente aujourd'hui plus de la moitié des francophones et demain une part encore plus importante, va multiplier les opportunités d'échange. Le sommet de Dakar avait été l'occasion de définir une stratégie économique et nous devons faire en sorte, à travers de grandes manifestations comme celle-ci, et jour après jour, par nos actions aux uns et aux autres, de mieux exploiter ce potentiel afin de faire de notre communauté linguistique une communauté économique et une communauté d'intérêt. L'ouverture officielle de ce forum a été marquée par une table ronde menée par les chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État se sont bien montrés disposés à débattre sur la question de la vision économique à insuffler à l'organisation de la francophonie. Face à eux, les chefs d'entreprise et décideurs du monde, les jeunes, les femmes. La francophonie comme outil de développement socio-économique de l'espace francophone, c'est toute une préoccupation pour les États. Le président gabonais.
les jeunes qui sont derrière nous de pouvoir trouver leur place. C'est donc ce qui est important. Aujourd'hui, longtemps nous avons discuté de questions, questions nobles, de la beauté de la langue française, la langue de la diplomatie, tout cela, c'est bien. Mais les jeunes qui sont derrière nous, ils disent, bon, ben, qu'est-ce que ça met dans l'assiette? Bon. Donc c'est ça dont il faut aujourd'hui se préoccuper. Qu'est-ce que nous mettons dans l'assiette pour nos jeunes? Nous avons beaucoup d'atouts et longtemps nous avons été un petit peu à l'arrière par rapport aux questions essentielles qui sont aujourd'hui les questions économiques. Et il faut dépasser le complexe que nous avions par rapport à d'autres communautés pour dire que nous avons des opportunités qui sont très importantes. Oui, la francophonie est un atout. Oui, la francophonie, ce n'est pas seulement se retrouver dans des beaux salons et discuter et parler en mettant des imparfaits du subjonctif. C'est très bien, mais je dis aujourd'hui, il y a d'autres opportunités. Donc c'est cela aujourd'hui qui m'intéresse, c'est ça qui intéresse nos jeunes. Il est donc primordial de prendre en compte les rôles des jeunes et des femmes à jouer dans les processus de développement des États francophones. La francophonie économique est donc un espoir pour l'avenir. Nous devons prouver que la communauté que nous voulons mettre en place peut être plus solide. Et elle prend les bons chemins dans la mesure où nous nous préoccupons de ce qui va être l'essentiel pour nos futures générations et ce que nous allons pouvoir leur léguer. Et pas seulement une belle langue, mais léguer aussi les opportunités dans la vie de pouvoir chacun veut pouvoir développer, pouvoir avoir un petit espace et avoir la dignité d'avoir un emploi. Le marché de l'espace francophone compte près de 800 millions de personnes, d'immenses richesses naturelles et des opportunités. Le français est la troisième langue parlée au monde. C'est la preuve que la dimension sociale et économique de la francophonie est très forte. Le Gabon, terre d'opportunités pour les investissements indiens. C'est le moins que l'on puisse dire, car à la faveur d'une rencontre dénommée India Africa Business Forum, Ali Bongo Ondimba, sitôt arrivé à New Delhi, a été invité par les hommes d'affaires indiens. Une fourchette de responsables d'entreprises les plus représentatives de l'Inde, regroupés au sein de la Confédération d'industrie indienne, qui ont tenu absolument à échanger avec le chef de l'État. Dans un débat interactif, le numéro 1 gabonais, relayé de temps à autre par les ministres des Affaires étrangères et de l'économie, a présenté à ses interlocuteurs les secteurs pouvant intéresser les businessmen indiens. Plus d'une heure pour convaincre ces derniers de la nécessité d'investir au Gabon et les domaines d'intervention sont multiples. Les mines, le pétrole, le bois, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, le tourisme, l'agriculture avec le projet Graines, étant entendu que le Gabon veut atteindre son autosuffisance alimentaire. Bref, réceptive, la partie indienne a exprimé son intérêt pour toutes les opportunités qui lui ont été énumérées et a dit sa volonté à explorer les secteurs du pétrole, des infrastructures, du renforcement des capacités des PME gabonaises afin de les rendre plus compétitives sur le marché. En somme, c'est à une réelle opération de charme que le chef de l'État et ses deux membres du gouvernement se sont donnés. En tout cas, en tout temps et en tout lieu, la destination Gabon doit se vendre et bien se vendre. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement à avoir répondu présents à cette rencontre de New Delhi. C'est une troisième édition du sommet Inde-Afrique dont l'objectif principal est de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l'Inde et l'Afrique. Avec 1,25 milliard d'habitants chacun, l'Inde et l'Afrique représentent le tiers de l'humanité et par conséquent une base d'opportunités. De ce fait, ce sommet est l'occasion d'explorer ensemble de nouveaux pôles de développement, voir ensemble comment élargir le partenariat économique avec comme point de mire le renforcement de l'environnement des affaires par la mise en place d'un cadre juridique favorable et profitable à tous. Cette vision clairement affichée par le Premier ministre indien et réitérée par les leaders africains tient du souci de l'Inde et de l'Afrique
de renforcer leurs relations, leurs capacités, le développement des ressources humaines. Les défis à relever étant les mêmes pour les deux parties, a rappelé Sri Narendra Modi, les solutions doivent être trouvées en travaillant en synergie. Des horizons nouveaux s'ouvrent donc pour le partenariat Inde-Afrique, lesquels horizons permettront d'insuffler une nouvelle dynamique dans le cadre de développement mutuel. Égalité, respect et entente entre les peuples indiens et africains devront désormais être les maîtres mots dans le partenariat et les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique. La coopération sud-sud devient assurément incontournable pour les pays de cette partie du globe qui aspirent à une émergence sans faille. Le partenariat Inde-Afrique, qui s'accentue au fil des ans, veut aujourd'hui consolider les acquis au travers des projets fédérateurs. S'exprimant au nom du Gabon, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence de l'industrialisation de nos économies. Pour Ali Bongo Ondimba, l'Inde et l'Afrique doivent ériger des garde-fous afin de protéger leurs économies contre tout effet pervers. Au-delà de nos capacités individuelles, au demeurant fort riche, notre partenariat nous démontre à suffisance que la coopération est la voie indiquée pour parvenir à ce résultat. Nous avons tous fait le choix judicieux de la transformation de nos économies. Il est donc urgent, dans le cadre de notre partenariat, que l'effort d'appui à l'industrialisation des économies africaines soit intensifié et accéléré. Je suis convaincu que ce schéma nous conduira à rendre nos économies moins sujettes aux effets pervers du marché international. C'est dans ce sens que je plaide pour que d'ici à 2020, plus aucune de nos matières premières ne soit exportée sans avoir subi au préalable au moins une première transformation. L'Inde et l'Afrique sont certes déterminés à avancer ensemble, mais cette marche ne peut se faire sans une mutualisation des idées. La forte mobilisation enregistrée au cours de ces assises traduit à suffisance l'espoir que l'Afrique fonde dans notre partenariat. Le présent sommet nous offre donc l'occasion de nous pencher sur l'avenir de ce partenariat que nous voulons encore plus dynamique. Dans ce sens, nous devons établir des synergies entre nos secteurs privés respectifs, moteurs essentiels de développement et de croissance. Nous avons pris l'engagement de créer ensemble les conditions favorables au flux des investissements entre l'Inde et le continent africain. Les sommets se suivent, mais sans doute ne se ressemblent pas. La 3e édition du sommet Inde-Afrique aura la particularité de voir les participants adhérer au projet de création d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du cadre de coopération stratégique pour 2015-2018 et de son plan d'action. Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président Mugabe, Majesté, Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine. Je suis très heureux de prendre part à ce 3e sommet Inde-Afrique. Je voudrais me féliciter de la justesse du thème retenu, tant il démontre avec éloquence le caractère dynamique de notre partenariat. Qu'il me soit permis de féliciter le Premier ministre Narendra Modi pour la sincérité de son engagement en Afrique. Mesdames et messieurs, le partenariat Inde-Afrique repose sur des fondations solides, incarnées par des relations historiques et un modèle tout particulier de coopération sud-sud. Les succès de nos politiques respectives de développement sont autant d'atouts dont nous disposons pour le faire prospérer au bénéfice de nos différents États. Il est vrai que notre sommet se tient dans un contexte marqué par l'impact
de la chute des matières premières sur nos différentes économies. À cela s'ajoutent les défis liés au changement climatique et à la lutte contre le terrorisme international qui impacte négativement la croissance. Mais nous avons tous, quelles que soient nos zones géographiques respectives, des moyens divers pour bâtir des stratégies appropriées pour venir à bout de ces fléaux. Au-delà de nos capacités individuelles, au demeurant fort riche, notre partenariat nous démontre à suffisance que la coopération est la voie indiquée pour parvenir à ce résultat. Nous avons tous fait le choix judicieux de la transformation de nos économies. Il est donc urgent, dans le cadre de notre partenariat, que l'effort d'appui à l'industrialisation des économies africaines soit intensifié et accéléré. Je suis convaincu que ce schéma nous conduira à rendre nos économies moins sujettes aux effets pervers du marché international. C'est dans ce sens que je plaide pour que, d'ici à 2020, plus aucune de nos matières premières ne soit exportée sans avoir subi au préalable au moins une première transformation. Mesdames et messieurs, la forte mobilisation enregistrée au cours de ces assises traduit à suffisance l'espoir que l'Afrique fonde dans notre partenariat. Le présent sommet nous offre donc l'occasion de nous pencher sur l'avenir de ce partenariat que nous voulons encore plus dynamique. Dans ce sens, nous devons établir des synergies entre nos secteurs privés respectifs, moteurs essentiels de développement et de croissance. Nous avons pris l'engagement de créer ensemble les conditions favorables au flux des investissements entre l'Inde et le continent africain. C'est pourquoi la création d'une chambre de commerce conjointe ainsi que celle d'un conseil d'affaires afro-indien constituent à mon sens des projets à encourager dans l'optique d'un rapprochement bénéfique des secteurs privés indiens et africains. De même, l'existence du régime de préférence tarifaire à taux zéro offert par l'Inde à l'ensemble du continent africain favorisera un accroissement substantiel des échanges commerciaux déjà encourageants entre nos deux espaces. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de notre ambitieux plan d'action commande une prise en compte de l'impact de nos différents projets sur l'environnement et le bien-être de nos populations. Je voudrais à cet égard recommander d'inclure le mécanisme de développement propre préalablement à l'éligibilité d'un projet afin de ne pas compromettre le bien-être des générations futures. Cette exigence s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du développement durable, notamment en ce qui concerne les défis liés à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, au titre des défis qui se posent à nous, figure également notre ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, élément essentiel du bien-être des populations. Aussi ai-je lancé tout dernièrement dans mon pays un nouveau programme agricole dénommé Graines, dont l'objectif est de garantir la sécurité alimentaire et d'industrialiser notre secteur agricole. S'appuyant sur un plan d'affectation des terres tenant compte des spécificités de l'environnement de mon pays, ce projet permettra de développer plus de 200 000 hectares de terres arables et de créer plus de 20 000 emplois. C'est pour moi l'occasion, tout en saluant le soutien fourni par l'Inde dans le cadre du développement de l'agriculture en Afrique, de lancer un appel à notre partenaire stratégique à soutenir les efforts du Gabon dans la mise en place et en œuvre du programme Graines. Mesdames et messieurs, la paix et la stabilité sont incontestablement des préalables à la mise en place de conditions favorables à l'investissement et au développement. La persistance des foyers de tension et de zones de non-droit nous impose donc d'obtenir de nos partenaires tout le soutien nécessaire en vue de relever les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Cet appui portera d'abord et avant tout sur le renforcement des capacités de nos forces de police et de défense. Il concernera aussi le domaine des renseignements et il nous faudra donc y accorder une attention particulière
au cours de nos travaux. Permettez-moi, pour clore mon propos, de souligner la nécessité de mettre en place un rigoureux mécanisme de suivi et évaluation périodique garantissant la mise en œuvre efficiente de tous nos projets. C'est pourquoi j'adhère entièrement au projet de création d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du cadre de coopération stratégique pour 2015-2018 et son plan d'action. Je suis convaincu que ce mécanisme nous permettra de tirer le meilleur profit de notre partenariat. Mesdames et messieurs, j'adhère également à la déclaration que nous adopterons à la fin de nos travaux et je vous remercie. Thank you, Excellency. Yalo anigisa, inangwa ile.